Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue pour cette deuxième journée du congrès Cliopsy. Je suis très heureuse de vous présenter cette première table ronde de la journée avec à mes côtés Clotilde Leguil, Jean-Christophe Coffin, Déborah Britzman, Rachel Colombe et Laurence Gavarini, notre discutante. Donc je voudrais commencer par remercier tous les participants, toutes les participantes à cette table ronde et tout particulièrement Laurence Gavarini pour toutes les discussions qui ont mené à cette table ronde et pour toutes celles à venir, y compris dans son rôle de discutante aujourd'hui. Et remercier également Rachel pour le précieux travail de traductrice et de facilitatrice pour la communication de Déborah Britzman. Alors, vous avez en bout de table la version bilingue de la présentation de Déborah Britzman qui va parler en anglais. Nous avons aussi préparé une traduction synthétique qui se défilera à l'écran. Alors, ce n'est pas tout de suite, hein, c'est à la fin de la table ronde, mais je préfère vous préparer à cette idée. Donc, la traduction synthétique défilera et si vous avez besoin de vous référer au texte original, vous aurez la version bilingue sur papier. Voilà, donc je vais commencer par introduire un petit propos général pour introduire cette table ronde. Voilà. En guise d'ouverture de cette table ronde, je vais présenter ce qui a nourri le désir de mettre au travail l'incertitude des savoirs de la psychanalyse et le trouble que leur apportent les théories du genre. Si Rachel Colombe dans sa communication d'hier, a mobilisé le terme de bâtardise pour désigner sa position entre psychanalyse et études de genre, je reste pour ma part attachée à un certain trouble butlérien qui correspond à la fois à ce que je ressens et qui me paraît rendre compte de l'effet réciproque des savoirs lorsqu'ils sont mis en débat, croisés, confrontés d'une discipline à une autre. Ce trouble que je ressens découle aussi de mon histoire et de mon rapport à la psychanalyse en tant que clinique, mais aussi en tant que savoir au départ très peu questionné par moi et progressivement altérisé par des savoirs critiques qui m'ont parfois malmené, mais ont fini par assouplir mon propre rapport à la psychanalyse. Un trouble peut mener à une subversion, comme l'a démontré Judith Butler, et comme je vais tenter de l'illustrer ici. Alors, comme ce congrès a aussi pour enjeu de mettre au travail la question des filiations et affiliations, je tenterai dans ma présentation de tenir deux fils, tout en développant un questionnement sur le statut incertain des savoirs psychanalytiques dans la recherche et sur l'incidence de ce statut sur notre champ éducatif. Je prendrai soin de souligner mes propres affiliations théoriques pour les rendre plus lisibles au sein du réseau Cliopsy. Ceci, non pas principalement dans une logique universitaire qui pourrait se limiter à chercher une visibilité, mais surtout pour montrer que faire place à la psychanalyse dans la recherche en sciences de l'éducation et de la formation, c'est faire une place à une grande diversité d'approches, d'ancrage théorique, ne mettant pas à l'abri de doxa ou de mots d'ordre qui peuvent s'apparenter à des idéologies ou des croyances. Je partirai de l'idée que la psychanalyse n'est pas une science comme les autres, que ces savoirs ne relèvent pas des mêmes régimes de véridiction que les savoirs scientifiques, pour interroger les effets paradoxaux de l'introduction de la psychanalyse dans une discipline universitaire telle que les sciences de l'éducation et de la formation. Mais si cette question est déjà ancienne, on peut, pour la réactualiser, nommer son pendant. La psychanalyse elle-même n'est-elle pas revisitée et à ce titre altérée par des sciences parentes? Si ce n'est pas par les sciences de l'éducation, alors au moins par la philosophie, à coup sûr, et aussi de manière historique par la psychologie, par la psychiatrie, voire les neurosciences, et plus récemment par une constellation de savoirs, celle des études de genre. La première évidence à rappeler concernant la psychanalyse, c'est sa dimension d'expérience pour le sujet en cure, ce qui d'emblée la décale dans ses visées et dans ses effets de savoir, au point de la voir rapprochée par Michel Foucault d'une expérience spirituelle. Dans l'herméneutique du sujet, son cours au Collège de France de 81-82, Michel Foucault commence la première séance du 6 janvier 82 par des repères sur la spiritualité qui le mènent à l'idée suivante. Je le cite.
Et bien sûr, pas besoin de vous faire un dessin, vous avez reconnu tout de suite une forme de savoir comme le marxisme ou la psychanalyse, sur le même plan. De même qu'il ne développe pas son analyse pour le marxisme, je ne vais pas le faire non plus. En revanche, que la psychanalyse soit une fausse science, comme il le dit, c'est-à-dire, et je le cite à nouveau, qu'elle demande pour être accessible une conversion du sujet et qu'elle promet, au terme de son développement, une illumination du sujet, c'est-à-dire qu'elle a une structure de spiritualité, ça, il me semble que ça mérite de s'y attarder, et d'autres avant moi, et notamment des psychanalystes, y ont en effet prêté attention. Alors par exemple, dans l'ouvrage « La psychanalyse est-elle un exercice spirituel ?» réponse à Michel Foucault, Jean Alouche propose dès les premières pages d'embrayer sur cette idée de Foucault. Il prend le concept de subjectivation, qu'il considère comme central chez Lacan, et finalement aussi chez Foucault, comme le signe d'une forme de savoir de la psychanalyse qui n'est ni une science, ni une religion. Je le cite. « Bien des éléments présents dans la psychanalyse, et plus nettement chez Lacan que chez nul autre, apparaissent à Foucault comme autant de reprises d'exigences qui ont été celles de la spiritualité, ou plus précisément, et plus justement encore, de cette spiritualité des écoles philosophiques antiques que décrira le cours sur l'herméneutique du sujet. » Alors, on peut se demander quelles sont les incidences de ce genre de réflexion pour la recherche clinique d'orientation psychanalytique telle que nous la soutenons dans le réseau Cliopsy. Il me semble que l'écriture de la recherche, sans être thérapeutique, peut produire des effets de subjectivation en analysant les discours dans lesquels nous sommes pris, dans lesquels je suis prise, et elle permet, l'écriture, de s'en dégager au moins en partie et de resignifier des objets, d'ouvrir le sens et de devenir autre, de s'altérer. Resignifier, c'est-à-dire accrocher d'autres significations à des signifiants, trouver d'autres sens à nos expériences que celui que le sens commun ou que les discours majoritaires nous poussent à trouver, tout en nous objectivant. La recherche clinique engagerait alors une capacité de subvertir ses propres certitudes passées et non de les réfuter. Elle ne vise pas un savoir de la vérité universelle. Encore moins, et c'est une tentation à laquelle il s'agit bien de résister, elle ne vise à produire un diagnostic, ni à s'inscrire dans une nosographie que la psychanalyse elle-même a la faiblesse de reprendre parfois à son compte. Cependant, subvertir ses propres certitudes passées, de même que s'engager dans un processus de subjectivation, ne signifie pas, pour autant, que le regard est exclusivement tourné vers soi-même, vers l'introspection du chercheur ou de la chercheuse, sans que ne soit mise en jeu la question du social. Si l'inconscient est social, comme a pu le formuler Lacan, la question serait, dans la recherche clinique d'orientation psychanalytique, quelle place est donnée au social? L'inconscient est-il social, comme le disait Lacan, et qu'est-ce que cette formule signifie? Comment articuler la dimension sociale et la dimension subjective? Et cette dernière question traverse mes travaux depuis mon master et j'en garde la formulation naïve et un peu massive de l'époque. Ainsi, plus récemment, la recherche que je suis en train de mener avec Véronique Canenguisser, qui porte sur les processus de subjectivation à l'œuvre chez les jeunes filles à l'adolescence, face à des interpellations dans l'espace public, repose cette question. Parce que toutes les catégories mobilisées dans la recherche sont incertaines du point de vue de l'expérience psychanalytique. Quelle certitude ai-je de m'adresser à des jeunes filles ou à des adolescentes? Alors je suis convaincue que les jeunes filles se construisent et se subjectivent aussi sur fond d'assignation sociale à la féminité et à leur catégorie d'âge. Ça constitue le postulat de ma recherche. Mais est-ce que je contribue moi-même à cette assignation en supposant que tel ou tel sujet rencontré est une jeune fille, est une adolescente? Comment ne pas réduire les sujets à leur catégorie? Comment rester à l'écoute de ce qui excède toujours la catégorie, qui déborde? Une écoute qui fait la spécificité de la démarche analytique. Comment ne pas s'attendre à trouver du féminin chez quelqu'un qu'on identifie comme une fille? Là aussi, il me semble que la psychanalyse et son idée d'un sujet opaque à lui-même offrent des possibilités de rencontrer un sujet humain dont la multiplicité des identifications résiste à la réduction.
Je vais faire à présent un rapide détour par l'épistémologie pour revenir à cette multiplicité et à cette ouverture permise par la psychanalyse. De la philosophe épistémologue Isabelle Stengers, je retiendrai d'abord le beau titre de son ouvrage sur la psychanalyse, La volonté de faire science, qui pose le problème épistémologique du côté du désir ou de la volonté, et du coup met en lumière l'impureté de toutes les sciences en tant qu'elles sont l'objet de négociations et de processus collectifs, sociaux, pour finir par valoir ou pas comme science. Si Stengers en profite pour revenir à la suggestion et à l'hypnose, abandonnée par Freud, enjoignant à réinterroger leurs valeurs scientifiques, ce n'est pas mon propos ici, mais elle a malgré tout déplacé les critiques sur la scientificité de la psychanalyse à l'occasion de ce petit ouvrage. Ces travaux sur la philosophie spéculative peuvent aussi être mobilisés, cette fois, pour se demander si la psychanalyse, dans la recherche, n'aurait pas plus d'affinité avec la pensée spéculative qu'avec les sciences, même dites humaines. Pour Didier Debèze et Isabelle Stengers, en effet, cela commence par une critique de la philosophie moderne et de ses tentations de rapprochement avec les sciences expérimentales. Je les cite. « La philosophie moderne s'est fourvoyée dans les formes d'une purification, d'une remontée vers les principes et d'une critique de ce qui ne serait qu'apparence, séduction ou aliénation, dont elle a cru qu'il s'agissait de sa manière propre de faire jeu au moins égal, voire supérieur, avec les sciences expérimentales. » La philosophie moderne, donc toujours, a cru comme à une croyance à laquelle il fallait adhérer envers et contre tout, que c'était la condition de toute expérience possible, de toute connaissance et de toute constitution politique. Les deux auteurs continuent par une mise en valeur de la multiplicité des dimensions qui composent une expérience, dont il s'agirait de ne rien exclure, rien soustraire a priori, quelles que soient les disqualifications dont elles puissent être l'objet. Et enfin, ils enjoignent à ne pas admettre de principe de jugement hors situation qui domestiquerait cette multiplicité en termes de catégories ou d'exigences qui lui sont étrangères. Toute pensée est de ce point de vue absolument située, engagée dans la situation dont elle émerge et qui lui donne sens. Ces quelques points de repère, je vais rappeler rapidement, pas de purification, pas de remontée vers les principes, pas d'exclusion de certaines dimensions de l'expérience, mais au contraire, une pensée absolument située, engagée dans la situation, peuvent, à mon avis, nourrir le positionnement des chercheurs et chercheuses cliniciennes. Si, en effet, on évite de rabattre l'expérience vécue ou observée sur une doxa psychanalytique, c'est-à-dire sur un appareil théorique délimité et qui serait fixé depuis plus de 100 ans, si on prend au sérieux la dynamique engagée par Freud et la mobilité de ses observations, alors la démarche clinique, attentive à des dimensions souvent inobservées, voire méprisées par d'autres démarches parce que trop difficiles à prouver, peut s'inscrire dans une forme de pensée spéculative à la manière dont Debèze et Stengers l'envisagent. Pour finir, j'aimerais évoquer quelque chose qui a trait à la filiation, la manière dont je transmets la démarche clinique aux étudiantes et étudiants dont j'encadre les recherches. Je pense ici tout particulièrement aux étudiantes et étudiants du Master Genre de Paris 8, même si ça concerne aussi les étudiantes et étudiants de sciences de l'éducation. Mais ceux de Master Genre n'ont pas accès à des cours de méthodologie clinique et ils et elles la découvrent donc exclusivement dans les séances de tutorat collectif. Alors, dans le champ des études féministes ou des études de genre, en particulier lorsqu'une enquête empirique est menée, de plus en plus de place est donnée aux théories du savoir situé. Ces théories sont plurielles et ne sont pas mobilisées de manière univoque, mais tout en engageant une réflexion épistémologique sur la production de savoir par la recherche, elles n'offrent pas forcément de repères méthodologiques que l'on peut facilement rendre opérationnels sur le terrain. Si certains prennent pour repère l'idée d'un privilège épistémique des opprimés, ce que quelqu'un comme Donna Haraway, par exemple, récuse, l'opération peut alors consister à une simple présentation de soi au regard des oppressions intersectionnelles. Une présentation du type « je suis femme, mais je suis blanche », par exemple. D'un côté, je bénéficierais d'un privilège du fait de ma position minoritaire,
de l'autre non, ce qui me rendrait éventuellement aveugle à ce type d'oppression. Et dans ce cas-là, la question du regard porté sur le monde est alors réduite à celle d'où je parle et reste prise dans une objectivation de soi-même. Pour Donna Haraway, au contraire, une position en dessous, minoritaire, n'est jamais garantie. Il n'y a aucune innocence, aucun savoir innocent, et le savoir doit être envisagé comme partiel. Il s'agit de créer des connexions avec d'autres savoirs partiels. J'ai rencontré de la part des étudiants et étudiantes en master genre une compréhension inattendue lorsque j'ai fait le rapprochement entre le savoir situé tel que Donna Haraway l'envisage et la démarche clinique, c'est-à-dire la question de la réflexivité, de l'analyse de l'implication et de l'attention portée à la relation d'enquête qui va jusqu'à la prise en compte des manifestations de mouvements transférentiels dans le cadre de l'entretien ou de l'observation. Ces derniers éléments portent avec eux une incertitude qui peut aller jusqu'à la spéculation, mais permettent aussi d'éviter l'écueil d'une réflexivité qui se contenterait de décliner une identité objectivée, qui, elle, est supposée situer l'étudiant ou l'étudiante dans la production de sa réflexion, comme j'ai pu parfois le lire dans certains travaux. L'incertitude identitaire d'un genre ou de plusieurs genres avec lesquels on joue ou qui nous troublent me paraît au contraire plus convaincante pour situer les savoirs que l'on produit. Ce dernier point sera continué, sans doute dans d'autres directions, par Clotilde Le Guil, dans une réflexion très actuelle autour de l'identité du savoir, en jeu dans l'expérience analytique. Consentir à ne pas savoir comme condition de l'expérience analytique peut mener à l'idée d'un non-savoir comme condition de toute expérience. Le surgissement de l'angoisse comme certitude nouvelle, dont nous parlera Clotilde, précise cependant ce dont il est question dans la cure. En prenant pour point d'appui les débats qui se déchaînent actuellement, mais aussi de longue date, autour du mineur trans, Jean-Christophe Coffin pointera à la permanence de l'incertitude des savoirs psy face aux demandes des usagers, demande que l'on peut qualifier à la fois d'intime et de sociale. Certains débats portent précisément sur la qualité de cette demande. Un enfant en demande de transition est-il capable de porter sa demande propre ou est-il, évidemment, sous l'influence d'adultes, sinon de militants? Enfin, sous la forme de notes, Déborah Britzman conclura cette table ronde en revisitant quelques enjeux du genre et de la sexualité à la fois dans la clinique, dans les discours et dans la transmission, tout en mettant au centre ce qu'elle nomme, après Winnicott, la folie du genre. Cette folie contamine notre capacité à en parler, ce qui justifie des détours par d'autres expériences sensibles pour appréhender ces questions. Voilà, je cède du coup la parole à Clotilde Le Guil. Merci. Qui est donc psychanalyste et enseigne au département de psychanalyse à l'université Paris 8. Voilà. Merci beaucoup. D'abord, merci pour cette invitation, Meji Bolt, Laurence Cavarini. C'est donc un plaisir pour moi de venir échanger voilà, au sein de ce colloque dans la discipline des sciences de l'éducation depuis ma formation à moi, qui est à la fois de philosophe et d'enseigner aujourd'hui au département de psychanalyse de Paris 8. Par rapport à la présentation, enfin à l'intervention qui vient d'être faite par Meji Bolt, je voudrais juste reprendre 2 points qui vont un peu introduire mon propos. Je suis sensible au fait qu'elle ait rappelé que la psychanalyse est d'abord une expérience. Et c'est ainsi que Lacan pouvait aussi la définir en rappelant toujours qu'elle était une praxis. Il reprenait ce terme marxiste, mais pour rappeler que c'était d'abord depuis l'expérience clinique elle-même qu'on en venait à théoriser la psychanalyse et à créer certains concepts pour éclairer l'expérience. Donc effectivement, mon propos aujourd'hui ne se situera pas du point de vue de la théorie psychanalytique, mais du point de vue de qu'est-ce que c'est que faire l'expérience d'une analyse, qu'est-ce que c'est que
que rencontrer un nouveau rapport à sa parole et éventuellement depuis un questionnement sur le genre. Mais je ne vais pas m'axer sur un débat sur l'approche du genre depuis les études de genre et depuis la psychanalyse, parce que ce qui m'intéresse, c'est plutôt l'expérience elle-même. Et effectivement, je retiendrai un autre terme que, Mej, tu as employé, c'est le terme de subjectivation, terme donc, que tu as employé à partir d'une référence à Michel Foucault. Mais cette question de la subjectivation, elle est aussi au cœur de ce qu'est l'expérience d'une analyse. C'est-à-dire qu'il ne s'agira pas d'objectiver une identité ou de s'accrocher à une identité objectivée, mais plutôt de subjectiver ce qu'il y a de plus singulier dans le malaise qu'on éprouve. Parce que l'expérience de la psychanalyse, elle part de la souffrance, elle part du malaise. Alors, et dernière chose, sur la façon dont le psychanalyste entend et accueille, puisque tu faisais référence aussi à la façon dont même dans la recherche, on peut finalement entendre ou avoir des attentes à partir de toutes les questions qui tournent autour de ce que Lacan appelait la sexuation. Je dirais que dans l'expérience de la psychanalyse, il s'agit aussi pour le psychanalyste d'accueillir le sujet qui vient lui parler depuis la singularité de sa parole. C'est-à-dire de la façon dont il va pouvoir parler de son expérience de la sexualité et non depuis des catégories, en effet, comme tu le rappelais, qui seraient prêtes à porter. Plutôt, même si un sujet peut arriver en se rangeant sous une catégorie, et finalement, l'expérience de la psychanalyse va plutôt consister pour lui à essayer ensuite de voir ce à quoi renvoie cette catégorie intimement pour lui et pour lui seul. Voilà. Je voulais quand même préciser ça en introduction. Donc, je partirai d'une question. Donc, finalement, le thème du colloque filiation et affiliation à l'épreuve de l'incertitude, je l'aborde un peu de biais, c'est-à-dire à partir de l'expérience de la psychanalyse, en développant 3 points. D'abord, la question de l'incertitude. Comment est-ce que se présente la question de l'incertitude dans l'expérience de l'analyse? Ensuite, la question de l'identité et de la différence entre identité et identification, qui est là un concept de Freud, et ce n'est pas pour rien en fait qu'il y a aussi une différence entre identité et identification, parce que du côté de l'identification, il est question de ce qui est subjectivé en quelque sorte de l'identité. Et enfin, je terminerai par un propos sur finalement comment est-ce qu'on va aborder dans l'expérience de l'analyse la filiation et l'affiliation, mais à partir de la question du destin comme destin psychique et pas comme destin anatomique. Alors, en introduction, je commencerai par une question qui est la question qu'on se pose quand on commence une analyse. Quelle est la cause du malaise que le sujet, ou que je parlais en première personne, que j'éprouve dans mon corps et dans mon existence? D'où vient, au fond, la souffrance? L'expérience de la psychanalyse commence comme ça. Elle commence avec cette croyance que l'on va pouvoir tirer un savoir, extraire un savoir d'une souffrance qu'on éprouve. Et ce savoir que l'on va extraire, finalement, sera obtenu depuis non pas une objectivation, mais une interprétation de la souffrance, une interprétation des traces d'un trauma qu'il s'agira d'essayer de cerner. Et donc, finalement, la psychanalyse commence aussi avec la question de la causalité, avec l'idée qu'il y a un constat d'un malaise, constat d'une souffrance, mais que la cause de cette souffrance fait énigme. Et c'est pourquoi j'ai introduit mon propos, consentir à l'opacité à soi-même, c'est-à-dire que cette opacité à soi-même,
Ce n'est pas une opacité qui renverrait à une position simplement théorique, hein, mais c'est une opacité à soi-même que l'on rencontre dans l'expérience de la souffrance. Et donc, il s'agit, dans l'expérience de la psychanalyse, de s'affronter à une question qui va être la question « Qui suis-je ?», qui est une question qui pourrait être entendue comme philosophique, mais je vais essayer de vous montrer comment elle se pose depuis l'expérience de la psychanalyse. Cette question, elle se pose depuis un certain rapport, comme je le disais, à la souffrance, un certain rapport à la parole, à ce que je vais dire, et un certain rapport à son corps, à ce qui est éprouvé dans le corps, et qui a à voir, bien sûr, avec la façon dont le sujet a rencontré la sexualité. Donc, en introduction, je soulignerai que, finalement, déjà faire l'expérience de l'analyse, ou avoir envie de la faire, c'est consentir à faire le deuil d'une certaine transparence à soi-même et d'une certaine maîtrise, finalement, de son identité objectivée pour faire une place à la souffrance singulière et au trauma. Donc ce à quoi conduit l'aventure d'une psychanalyse, finalement, c'est de se sentir concerné par ce qu'il y a en nous de plus opaque et de plus intraduisible. C'est-à-dire ne pas rejeter ce qui, justement, apparaît comme un trouble, comme un malaise, hein, et témoigne d'une opacité. Premier point, donc, la question de l'incertitude et du savoir nouveau que l'on peut extraire de l'analyse. La pratique de la psychanalyse, puisque je parle de la pratique au XXIe siècle, rencontre tout de même un obstacle dans cette croyance dans l'identité, dans la croyance que nous pouvons nous définir depuis une identité constituée. Pourquoi est-ce que cela fait obstacle à l'expérience de la psychanalyse ? Parce que se définir depuis une identité constituée, à laquelle on croirait dur comme fer, implique un postulat de départ que je formulerai de la façon suivante. Je sais qui je suis et je peux le dire. Or, l'expérience de la psychanalyse n'est recevable que s'il y a un consentement à l'incertitude sur ce que je suis. C'est-à-dire un consentement à ne pas savoir ce que je suis et ce que je dis. Mais bien sûr que cela fait surgir aussi une forme d'angoisse. C'est là est aussi l'épreuve finalement aussi de l'expérience. Il va falloir affronter une forme d'angoisse. Mais ce consentement à ne pas savoir, et donc finalement à se poser la question du qui suis-je depuis la souffrance, c'est un consentement qui permet de lâcher c'est une expression de Lacan dans le séminaire 1 que je trouve très parlante, lâcher les amarres de la parole. C'est-à-dire avoir un autre rapport à ce qu'on dit et laisser venir ce qui peut paraître incongru, insensé, mais pourtant consentir à le dire. Donc c'est un consentement à ne pas savoir d'abord ce dont je souffre, ensuite ce que je pense et enfin ce que je dis. Or, il y a quelque chose dans la subjectivité de l'époque qui promeut plutôt une affirmation de soi, une assertion de soi, sous la forme finalement d'un « je sais ce que je pense » et du même coup, je sais ce que je dis. Or, je suis tombée sur un passage de Lacan dans le séminaire 16, qui est un séminaire assez tardif, de la fin des années 60, où Lacan reformule ce qu'a été la découverte de Freud, la découverte de l'inconscient. Il reformule cela à partir de la question du « je sais ce que je pense ». Et voici ce qu'il dit, je vous lis la citation de Lacan. « Le pas, donc, que fait franchir Freud concernant la fonction de la pensée par rapport à la conscience de soi,
Il l'écrit en allemand au Selbstbewusstsein, parce qu'il se réfère à Hegel. Le pas donc que fait franchir Freud concernant la pensée par rapport à la conscience de soi est celui-ci. Il montre que l'essence du « je sais ce que je pense » n'est rien d'autre que le trop d'accent mis sur le « je sais » pour oublier le « je ne sais pas » qui est sa réelle origine. Le « je sais ce que je pense » est fait pour l'écranter de façon définitive. Bon, je vais expliquer un peu cette citation rapidement. Donc c'est une citation de 1969. Et au fond, ce que nous indique là Lacan, c'est une indication qui est intéressante aussi dans la clinique, hein, c'est que quand on a ce rapport au savoir depuis un « je sais », je sais ce que je pense, finalement, ce qui se cache derrière le « je sais », ce qu'on tente d'oublier, ce qu'on tente d'étouffer en quelque sorte, c'est le « je ne sais pas ». C'est-à-dire que ce que Lacan nous indique, c'est que le « je sais », la croyance que je sais, peut être une réponse à l'angoisse de ne pas savoir, justement. C'est pour ça qu'il dit que le « je sais ce que je pense » fait écran au « je ne sais pas ce que je pense ». Et au fond, dans l'expérience de l'analyse, on aperçoit en quel sens la pensée consciente, peut s'exercer comme une censure, comme le disait Freud, et en quel sens, justement, le consentement à l'interprétation va être un consentement au « je ne sais pas ce que je pense ». Et finalement, ce consentement au « je ne sais pas ce que je pense » va nous permettre d'extraire un nouveau savoir sur notre être, sur le sujet que nous sommes et sur notre sexualité. Donc, le consentement au « je ne sais pas » est une condition de l'expérience et une sorte d'affrontement à l'incertitude, pour reprendre ce terme. Car finalement, s'affronter à cette incertitude, c'est laisser s'ouvrir une faille, une béance qui peut produire de l'angoisse, qui ne va pas sans angoisse. Mais justement, l'expérience de la psychanalyse conduit à s'affronter à cette angoisse et à la franchir. Donc, je dirais que le consentement à l'analyse suppose une forme de dessaisissement de soi sous l'effet du transfert. Or, cela ne va pas de soi de consentir à l'interprétation, de consentir à ne pas savoir ce que l'on dit. Encore une fois, cela fait surgir l'angoisse. Un sujet qui vient témoigner d'une souffrance, d'un traumatisme psychique et sexuel, n'est pas pour autant nécessairement prêt à se laisser interpréter. C'est-à-dire qu'en tant qu'analyste, on peut faire cette expérience de ce moment assez miraculeux, finalement, où, en début d'analyse, le sujet va consentir à se laisser interpréter une fois qu'il aura déposé une première formulation de sa souffrance. Il va consentir à recueillir une réponse qui, bien sûr, cette réponse, elle a d'abord reconnu la souffrance comme réelle, mais ensuite, la réponse, et c'est ce qui va dialectiser l'expérience, elle conduit à interpréter les paroles du sujet sur sa souffrance, et donc elle conduit à des déplacements, à des résonances, qui permettent au sujet d'extraire un nouveau savoir sur ce dont il souffre. Donc en fait, il s'agit pour le sujet de consentir à ne pas parler comme un maître, mais à affronter l'opacité au cœur de sa propre parole. L'expérience de l'analyse, elle conduit à aborder la souffrance et la vie sexuelle, non pas depuis les normes sociales, mais depuis le désir et depuis la jouissance. Finalement, on pourrait dire que c'est ce qui rapproche, en même temps ce qui distingue la perspective de la psychanalyse, la perspective de Lacan, de celle de Judith Butler. Judith Butler, elle part aussi de la souffrance, parce que le trouble dans le genre
renvoie aussi à l'expérience le trouble, il peut être assumé ensuite dans une certaine joie, mais elle part quand même aussi d'une forme de souffrance du sujet par rapport à un malaise, une inadéquation éprouvée du point de vue de la vie sexuelle et du point de vue du rapport au corps. Mais ce qui distingue l'approche du trouble dans le genre de l'approche de l'énigme de l'être sexué, qui est l'approche lacanienne, c'est que finalement, Judith Butler souligne, elle, la souffrance depuis l'assignation et depuis l'imposition de normes sociales, ce qui existe, enfin ce qui est une perspective en effet sur la souffrance, mais dans l'expérience de la psychanalyse, finalement ce qui va permettre à un moment d'entrer dans cette expérience, c'est de s'apercevoir que en matière de vie sexuelle, au fond, aucune norme ne délivre une réponse sur ce qu'il faut faire, comment je dois désirer, comment je dois jouir. Donc le point de départ, c'est plutôt, ce que dit Lacan, c'est il y a des normes sociales, faute de normes sexuelles. C'est une perspective qui est très intéressante, c'est-à-dire l'idée que toutes ces normes sociales qui tentent de réguler au fond la pulsion, la jouissance et de dire ce qu'il faut, toutes ces normes sociales, eh bien là aussi c'est de l'ordre d'un je sais, qui vient recouvrir au fond le je ne sais pas en chacun, c'est-à-dire ce que Lacan appelle ce trou, cette énigme à laquelle nous confronte la découverte de la sexualité, la vie sexuelle. J'en viens maintenant au deuxième point, l'identité et l'identification. Je vais un petit peu ramasser. Simplement, je voulais indiquer cette distinction pour dire que l'identité avec laquelle on peut se présenter au départ, eh bien, elle va subir un sort dans l'analyse du simple fait d'être parlé. Cette croyance dans l'identité va au fond être transformée du simple fait d'être dite, d'être parlée et finalement d'être en quelque sorte dialectisée et d'en apercevoir la dimension opaque, la dimension d'énigme. Dans l'analyse, l'identité se dévoile comme une identification. Et il y a une différence de taille entre les deux. L'identité, on pourrait dire qu'elle est monolithique et elle semble ne pas pouvoir être changée, alors que l'identification est le produit d'une histoire qui comporte bien sûr, comme dit Lacan, des chapitres censurés, qui comporte des blancs, qui comporte donc une vérité perdue. Mais l'identification est le produit d'une histoire qui met en jeu le sujet singulier que je suis. Et donc, Lacan dit que finalement, dans la fonction de la parole, dans l'expérience de l'analyse, et de m'introduire justement à cette question du qui suis-je. Et le paradoxe, c'est que c'est dans ce point-là que je vais rencontrer une certitude. Non pas une certitude sur l'identité, mais une certitude sur le fait que je me situe là comme sujet dans ma question sur ma souffrance. Je vous cite Lacan, c'est dans Fonction et champ de la parole et du langage, qui est un de ses premiers écrits en 1953. Ce que je cherche dans la parole, il veut dire dans l'analyse. Ce que je cherche dans la parole, c'est la réponse de l'autre. Ce qui me constitue comme sujet, c'est ma question. Donc vous voyez, ce qui me constitue comme sujet, ce n'est pas mon identité, ce n'est pas ma croyance sur mon identité, c'est au contraire ma question sur ce que je suis. Et c'est au moment où, du plus intime de moi-même, je peux m'affronter à cette question, qu'au fond, là, j'ai la certitude d'y être. J'ai la certitude d'y être vraiment, c'est-à-dire d'approcher de ce qu'il y a de plus singulier dans mon histoire et dans mon rapport à la parole et à mon corps. Et au fond, l'expérience de la psychanalyse conduit à ce que
bon, moi j'avais appelé dans mon livre « Jeu » une traversée des identités, elle conduit à une traversée des identités. Ce n'est pas une expression lacanienne, c'est moi qui l'ai proposée comme ça. Freud et Lacan emploient l'expression de désidentification, hein, c'est-à-dire l'idée que finalement, ce qui va permettre au désir d'advenir, ce n'est pas de s'accrocher à une identité, au contraire, c'est de se défaire de tout ce qui peut m'inhiber, m'embarrasser, faire obstacle au désir dans mes identifications. Et les identifications, pour Lacan, elles ont toujours à voir avec le rapport à l'autre, avec ce que j'ai voulu être pour l'autre, pour me faire aimer de l'autre, pour trouver une place auprès de l'autre, pour être accepté de l'autre, au fond. Hein. Et donc, c'est plutôt par la désidentification que le sujet rencontre son désir. J'en viens au troisième point, qui est un point important, la question de, finalement, qu'en est-il donc de la filiation, de l'affiliation dans l'expérience de l'analyse? Évidemment, c'est essentiel, puisque l'expérience de l'analyse n'invite pas du tout à faire table rase du passé et à se refonder depuis une sorte d'acte auto-performatif sans en passer par l'exploration de l'énigme de son histoire. Pour autant, il ne s'agit pas non plus de se résigner à un destin. Il ne s'agit pas de se résigner aux effets traumatiques de certaines mauvaises rencontres dans son histoire. Hein. Il s'agit de se métamorphoser. Hein. Mais cette métamorphose, ce changement qu'on peut obtenir dans l'expérience de l'analyse, il implique tout de même de déchiffrer les lettres de son destin, et destin donc, qui est à aborder comme un destin psychique, c'est-à-dire justement depuis ces identifications, ce que j'ai cru être, hein, ces identifications qui ont marqué mon destin, mes choix inconscients, hein, et ma façon de faire avec le désir ou de le refouler, de l'exclure, de l'étouffer. Et donc, Lacan souligne assez simplement, finalement, dans un de ses derniers séminaires qui s'intitule « Dissolution », que la question du destin, elle a à voir, enfin c'est comme ça que je retraduis la filiation et l'affiliation, elle a à voir avec le malentendu d'où je viens. Hein, je trouve que c'est une jolie définition. Il dit nous sommes nés malentendus. Hein, c'est très joli, c'est-à-dire que ça veut dire nous sommes nés malentendus, c'est au sens propre et au sens figuré. D'abord, on se plaint tous de ne pas avoir été, on se plaint chacun plutôt, parce que Lacan ne prend pas le point de vue du tous, on se plaint chacun dans l'analyse de ne pas avoir été bien entendu, de ne pas avoir été reconnu, de ne pas avoir été compris. Donc ce malentendu, si vous voulez, il est de structure en fait dans le rapport à l'autre, à la souffrance et à la parole. Mais ce qu'il y a d'encore plus fort dans cette définition du destin en disant que nous sommes nés malentendus, c'est que finalement, il faut le prendre aussi au sens propre, c'est que je suis un malentendu. C'est-à-dire, je suis né du malentendu entre deux êtres, dans leur rapport à la sexualité, dans leur rapport à l'amour, dans leur rapport au désir. Hein. Je suis né de toute cette embrouille autour du désir qui a présidé à ma naissance. Hein. Et au fond, c'est cela que je vais explorer dans l'analyse, c'est le malentendu d'où je viens, à travers quoi je vais l'explorer? Eh bien finalement, à travers la langue que je parle, à travers les signifiants qui vont revenir dans mon discours pour parler de ma souffrance, pour désigner ce qui a fait trauma. Et donc pour terminer, je vais terminer sur encore une très belle formule de Lacan que j'aime beaucoup, toujours dans le séminaire Dissolution. Il dit finalement, nous sommes issus du bafouillage de nos ascendants. Hein, et donc j'adore cette expression parce que le bafouillage, évidemment, ça renvoie aux enfants. On dit que les enfants qui ne savent pas encore parler, ils bafouillent. Et bien là, ce que nous dit Lacan, c'est que ce bafouillage, c'est-à-dire ce non-savoir ce qui a été dit, ce qu'ils ont dit,
eh bien, c'est cela qui constitue ce qu'il y a de plus intime en chacun. C'est ce bafouillage, et voilà ce qu'il s'agit d'interpréter dans l'analyse. Il s'agit d'arriver à ce point où on va pouvoir cerner le malentendu que nous sommes pour nous-mêmes. Voilà, je vais rester là-dessus. Merci beaucoup Clotilde. Je passe tout de suite la parole à Laurence pour le retour. Merci beaucoup Clotilde. Je vais essayer de ne pas bafouiller. Ça va être difficile. Au contraire. Oui, parce que précisément, je voulais revenir sur la question du rapport au savoir, qui est une question extrêmement sensible en sciences de l'éducation, comme vous pouvez vous en douter. Et en effet, c'est une question qui fait bafouiller, dans la mesure où, comme vous l'avez dit, le rapport au savoir commence par un rapport à soi, finalement, à sa propre énigme, à son propre questionnement, et par la nécessité, quand on fait l'expérience de la cure, de lâcher prise sur la maîtrise d'un savoir sur soi. Je pense que ça, c'est extrêmement important par rapport à ce que nous disons depuis 2 jours, enfin depuis hier, pardon, je nous vieillis, ce que nous disons depuis hier, de le réaffirmer sous cette forme-là en sciences de l'éducation. Et puis pour l'anecdote... maintenant, parce que je laisse... J'enlève juste le badge, mais je vous écoute. Bon. Et pour l'anecdote, pour avoir entendu maintes fois enfant, ma fille, tu ne sais pas ce que tu dis. En fait, quand j'ai déposé cela sur vous savez, nous sommes tous mal entendus, nés mal entendus. Pour avoir déposé cela sur un divan, l'analyste m'a dit, mais c'était une indication pour aller sur le divan. Bref, mais sauf que lorsqu'on est enfant, on ne le reçoit pas de cette manière-là, vous vous en doutez. C'était ma première remarque. Une autre remarque, j'ai apprécié ce que vous avez dit sur le consentement, beaucoup, mais je voudrais qu'il n'y ait pas malentendu précisément sur la notion de consentir et de consentement, puisque vous savez les usages qui sont faits aujourd'hui dans le champ social, politique, de la notion de consentement, et même dans le champ de l'éthique d'ailleurs. Et j'aimerais peut-être vous entendre là-dessus, c'est-à-dire sur la question de... je pense qu'elle se pose différemment sur le consentir à l'expérience analytique et la façon dont elle se pose dans le champ politique et social aujourd'hui, en particulier sur les affaires de sexualité, quand bien même cela nous amène sur un terrain, je le sais, difficile, mais je sais que vous vous êtes collé à cette question dans un ouvrage, donc j'aimerais bien que vous reveniez là-dessus pour qu'il n'y ait pas de trop de malentendus, un petit peu de bafouillage peut-être. Merci en tout cas. Oui, merci beaucoup Laurence Gavarini pour cette question. D'abord pour la première remarque, ce petit souvenir comme ça, tu ne sais pas ce que tu dis. Effectivement là, c'est l'intervention de l'autre qui vient en quelque sorte faire taire, au fond. Parce que tu ne sais pas ce que tu dis, c'est une façon de faire taire. Hein. Alors que dans l'analyse, c'est pas l'analyste qui renvoie un « tu ne sais pas ce que tu dis », c'est un « je ne sais pas ce que je dis ». Hein, et c'est toute la différence. Hein. Oui, sur le consentement, effectivement, c'est important peut-être de le rappeler. Je n'emploie pas le terme de consentement au sens du consentement éclairé, comme on dit. C'est-à-dire que je ne fais pas référence au consentement tel qu'il est défini dans le champ juridique, par exemple. Hein. Ma réflexion sur le consentement, c'est mon dernier livre, effectivement, qui s'intitule « Céder n'est pas consentir », elle part plutôt d'une interrogation sur ce qu'est le consentement dans la vie amoureuse et sexuelle. Et je pars d'un postulat, c'est que dans la vie amoureuse et sexuelle, en tout cas c'est ce qu'on constate aussi dans l'expérience et dans la clinique, il n'y a pas de consentement éclairé. Il y a un consentement qui repose sur un désir, mais pas sur un savoir.
C'est-à-dire que dans la vie amoureuse et sexuelle, le oui à la rencontre, c'est un oui qui est formulé en même temps, justement, depuis un non-savoir. Et c'est ça qui est beau. C'est-à-dire que c'est un oui à ce qui se produit dans la rencontre, à ce qui se produit avec l'autre, mais aussi à ce qui se produit dans mon corps. Et ce oui, finalement, relève davantage d'une confiance qui est faite à l'autre et de l'expérience d'un désir dans la rencontre avec l'autre, plutôt que d'un savoir. Alors évidemment, cette approche du consentement, c'est une approche du consentement aussi depuis la perspective de la psychanalyse. Hein, c'est-à-dire le consentir comme un consentir à se dessaisir aussi finalement de soi, un consentir à se laisser emporter par une rencontre. Hein. Et donc moi, ce qui m'a intéressé dans cette plongée en fait au cœur de l'énigme du consentement que j'ai essayé de faire dans Céder n'est pas consentir, c'est essayer de distinguer justement tout ce qu'il peut y avoir d'énigmatique et d'ambigu dans le consentement amoureux et sexuel de l'expérience traumatique. Hein. C'est-à-dire que j'ai eu à cœur de montrer qu'il ne fallait pas rabattre l'ambiguïté du consentement sur la mauvaise rencontre et l'expérience traumatique qui implique là ce que Lacan nomme dans son séminaire sur l'angoisse un céder à la situation. Hein. Et céder à la situation, c'est pas la même chose que céder à l'autre sous l'effet d'un désir. Bon, voilà, je rentre pas davantage dans les détails, mais effectivement, c'est important de rappeler que on peut aborder à partir de l'expérience intime, au fond, le consentement comme une énigme et le consentement comme étant non éclairé, mais pour autant comme ayant une valeur, justement. C'est ça qui est beau dans le consentement. C'est que si j'attendais de savoir, et si je signais un contrat avant chaque rencontre, eh bien effectivement, je ne consentirais pas souvent. Hein. Donc le consentement, c'est aussi un oui au non-savoir, pour le coup. Hein. Donc je vous pose mon hypothèse massivement et pesamment. Dans le cas de la clinique du transsexualisme, incertitude et déstabilisation se sont articulées pour donner une situation de crise, tant sur le plan conceptuel, thérapeutique et personnel. Boum. Il y a 60 ans, un jeune psychiatre et psychanalyste à l'Université de Californie, Robert Stoller, devait recevoir en consultation une transsexuelle. Il s'attendait à voir entrer un être aux traits pseudo-féminins et surjouant la féminité. À l'heure prévue, une personne entra dans son cabinet et en la voyant, il se dit que la secrétaire s'était trompée de rendez-vous. Mais il n'en était rien et Stoller dut admettre qu'il avait en face de lui une femme, incontestablement une femme. Pendant toutes les années où Stoller va suivre cette personne, il s'étonnera à chaque fois de ne jamais percevoir l'homme que cette personne était à la naissance. Il écrira plus tard que ce fut une des premières déstabilisations de ses certitudes et à l'origine du long travail de renouvellement qu'il entreprit à partir des notions de sexe et de genre. Il y a 50 ans, le psychiatre Richard Green écrivait que suite à son enquête auprès de médecins américains vis-à-vis des personnes transsexuelles, il avait été témoin de nombreuses réactions émotionnelles. À titre d'exemple, il rappelait qu'il avait reçu des enveloppes où, à la place du questionnaire rempli, il y avait des habits féminins qu'on lui conseillait de porter. Il y a 5 ans, dans la revue Enfance et Psy, un psychanalyste titrait son article « Embarras devant l'adolescent transgenre ». Un autre terme que celui de malaise habituellement utilisé. Les troubles de l'identité de genre viennent troubler les certitudes du psy, on l'a évoqué. C'est ce que suggère également le psychanalyste canadien Oren Goslan, considérant que la transsexualité nous déstabilise car il est difficile de comprendre ce qu'il advient. On pourrait ajouter, à la suite de Stoller, que les déterminismes auxquels nous croyons spontanément ne fonctionnent pas. Ces réactions émotionnelles du psy ne lui sont pas exclusives. Récemment, le mot même d'incertitude s'est retrouvé à plusieurs reprises dans un avis prononcé par la High Court anglaise sur lequel je reviendrai. Le langage est une autre dimension qui engendre un certain roulis puisqu'il connaît plusieurs reformulations.
Un sociologue a commis un article pour inviter les collègues des professions de santé à bannir le terme transsexualisme, tandis que l'usage du mot transsexuel connaît un net reflux. Le retrait du transsexualisme des classifications élaborées par la psychiatrie a rendu le terme pesamment médico-centré et avec une dimension pathologique qui ne convient plus. Il était d'ailleurs un peu daté et l'expression de dysphorie de genre avait ouvert une nouvelle étape. L'expression semblait une terminologie en effet plus adaptée et témoignant de ce que l'être transsexuel était bien sorti du périmètre exclusif de la psychiatrie, sans être néanmoins sorti d'un itinéraire souvent ponctué de vives souffrances. Quant à transsexuel, il a pour lui le défaut d'être ancien, d'être une époque que l'on veut révolue, et de surcroît, on ne semble voir dans ce terme qu'une évocation maladroite à la sexualité, alors qu'il s'était agi de définir par ce terme l'idée d'un passage d'un sexe à l'autre. Transgenre semble dès lors s'imposer. Il est à la fois porté par les rangs militants et paradoxalement par celles et ceux qui s'opposent à son usage et qui le font savoir dans les pages opinion du Figaro. Il est peut-être plus encore devenu un terme générique ou pour reprendre la suggestion du dictionnaire Oxford, un umbrella term, un terme parapluie. Et précisons aussi que cette langue ancienne est considérée désormais comme blessante à l'égard des personnes nommées par ces mots. C'est la raison pour laquelle la défenseure des droits a préconisé l'usage de certains termes ou expressions. Elle recommande identité de genre, pourtant ancien, et l'expression personne transgenre, car la transidentité est une expérience indépendante de la morphologie et donc du sexe des personnes. Transidentité se popularise d'ailleurs à grands pas. Est-il là pour remplacer transsexualité ? Probablement, mais ce n'est pas une stricte substitution à laquelle nous assistons, mais bien à une reformulation par la même occasion de l'être trans. Le mot même permet notamment de s'éloigner toujours plus de l'appartenance sexuée, de réduire à la portion congrue ce sexe biologique qui semble nous faire tant de mal. Transidentité entérine et relance la variation des genres et le passage de 2 à 3 sexes, ou mieux encore, une fluidité du genre, tout comme il reflète les attraits qu'exerce sur nos esprits le « je suis ce que je suis » et le principe de l'autodétermination. Le psychiatre d'enfant demeure un personnage inquiet. Il s'inquiète de la capacité de l'adolescent rebelle à s'adapter, il s'inquiète du devenir du délinquant mineur et il s'est demandé ce que ces mineurs mal dans leur identité sexuée allaient devenir. Si la certitude qu'il y avait une distinction à tracer entre le transsexuel et l'homosexualité, par exemple, s'est progressivement constitué il y a plus de 50 ans, il n'en demeure pas moins que le pronostic sur le devenir de l'enfant n'était pas simple à proclamer. Une grande partie de la littérature a été consacrée à cet aspect. Seuls les enfants à la certitude impressionnante d'être nés dans le mauvais corps permettaient aux médecins d'avancer le diagnostic de transsexualisme. Mais d'une certaine manière, leur certitude était en grande partie le résultat de la certitude de mineurs, ce qui était un peu inattendu. En outre, les causes de la transsexualité, dont on attendait beaucoup, n'ont fourni aucune certitude, si ce n'est celle d'une cause énigmatique. Sans doute, l'étiologie devait permettre de faire le travail d'évaluation, d'authenticité de la demande de transition. Cela rendait la présence du psychiatre tout à fait nécessaire. Parmi cette profession, Stoller est l'un de ceux qui s'est le plus investi dans ce travail de distinction et de prévision. L'exemple du petit Lantz, nom donné à un garçon qu'il a suivi avec d'autres de ses collègues, est devenu en quelque sorte paradigmatique de son approche, largement ancrée dans un dispositif analytique et avec la nécessité, ça ne vous surprendra pas, de prendre en compte l'organisation psycho-affective du foyer familial. L'importance accordée au rôle de la mère n'a cependant pas résisté au temps et à la fin du XXe siècle, les scénarios de causalité ont connu un fort reflux. Plus significatif encore, c'est de rencontrer désormais des professionnels appelant à cesser toute exploration des causes. Le psychanalyste allemand Udo Rauchfleisch, par exemple, l'a exprimé très clairement il y a quelque temps déjà.
C'est un fait tout à fait important et il rejoint en cela ce que revendiquaient les personnes homosexuelles et dans une moindre mesure les personnes transsexuelles d'antan. Il y a une non-volonté de savoir. En toute logique, c'est parce que l'ancienne volonté de savoir a été menée par des psychiatres ou des psychanalystes que c'est aujourd'hui cette expertise qui connaît la plus grande contestation. Bien que la place du psy soit discutée, elle n'a pas été éliminée des protocoles de prise en charge des demandes. Certains, parmi les rangs militants, mais pas seulement, la réclament, tandis que d'autres sont plus circonspects. L'Association internationale professionnelle pour la santé transgenre reste favorable à la présence du psy, ou plutôt n'y est pas fondamentalement défavorable. L'incertitude sur la place du psy n'est pas le seul point en discussion, car force est de constater que l'expertise psy navigue entre plusieurs approches et affirmations. Les psychiatres d'enfants, les psychologues d'enfants ou les psychanalystes d'enfants qui affichent leur expertise de l'enfance affichent aussi leur divergence sur la scène sociale à travers des pétitions ou des prises de parole à plusieurs dans la presse non professionnelle. Ce n'est pas uniquement sous nos yeux que l'expertise est mise à rude épreuve. Certaines professionnelles ont été l'objet de mises à l'index par des militants associatifs de la cause identitaire tels que Colette Schillan dans le passé, et aujourd'hui, ce sont des expertes comme Joanna Olson Kennedy ou Peggy Cohen-Ketnis qui sont dénoncées en France par des confrères et des consoeurs. Ces personnes ne sont pas des gourous ou des psychothérapeutes autoproclamés, mais ont des positions professionnelles au sein d'institutions publiques ou privées, tout autant légitimes que celles occupées par celles et ceux qui, en France, s'inquiètent de ne pouvoir être entendus pour dénoncer les dérives de la transidentité. La controverse est d'autant plus amplifiée qu'elle se nourrit d'un phénomène récent, l'augmentation des demandes de transition, qui est observée au sein de différents pays qui suivent les recommandations internationales ou celles du Conseil de l'Europe face aux personnes transgenres. Cette augmentation est vue en France comme un phénomène inquiétant et les explications sont rares, hormis celle d'une pression sociale dont les militants de la cause transidentitaire sont tenus responsables. Ça ne me paraît pas une analyse sociale très convaincante, mais il n'est pas simple de comprendre l'intimité d'un phénomène qui se déroule sous nos yeux, surtout pour un historien. Peut-être faut-il voir dans cet essor de la demande, non pas une épidémie, mais l'attrait de l'indécision, pour reprendre une formule de Claude Habib. Une partie de cette controverse entre adultes est liée à leur position face à la place accordée à la parole, face aux attentes de la population mineure en matière de transition, aussi bien sociale que physique, et de leurs convictions autour de la personne adolescente. Plusieurs professionnels ont abordé le sujet par l'angle de la protection de l'enfant. Cette notion est mobilisée très souvent, voire trop souvent, c'est-à-dire y compris quand personne ne souhaite placer l'enfant en situation de danger. C'est ainsi que certains professionnels ont voulu, encore récemment, interdire l'homoparentalité au nom de la protection de l'enfant. Cet usage intensif de la protection, qui a pour but de rappeler pesamment que nous sommes face à un être vulnérable et inachevé, peut se télescoper avec une autre valeur, celle du consentement des mineurs. Notion plus récente, je la prends dans le cadre, je dirais, officiel, et elle s'est imposée dans le champ sanitaire et médico-social. Mais c'est avec difficulté. Et le débat sur le consentement, nous venons de le voir, continue, et je dirais que cette continuité est parfaitement légitime. L'approche par le consentement nous rappelle que ce qui est en jeu est la prise de parole et la capacité de pouvoir l'exprimer. J'insiste là-dessus. Si les équipes et les parents s'efforcent de prendre en compte la parole du mineur, ce n'est pas exclusivement au nom de la pression sociale, c'est aussi parce que depuis 20 ans, les équipes médicales s'efforcent d'incorporer ce nouveau paradigme. Je cite, « Il est aujourd'hui impensable de soigner un adolescent sans lui expliquer son état de santé et sans tenir compte de son avis. » C'est en effet pleinement intégré dans le Code de la santé publique et ce recueil de la parole du mineur n'est donc pas propre aux consultations des cliniques de santé transgenre. Cette idée de consentement ne peut être de surcroît dissociée de la notion d'autonomie de jugement du mineur. Cette place accordée à l'expression du mineur évoque un des traits caractéristiques
de la clinique du transsexualisme. Je sais que c'est une idée tout à fait insolite. Harry Benjamin, la figure tutélaire des études sur le phénomène transsexuel, avait très tôt insisté sur l'écoute et la prise en compte de la parole. D'une certaine manière, les personnes trans avaient un savoir patientique, pour reprendre une expression contemporaine. Robert Stoller reconnaissait aussi que ses interlocuteurs et interlocutrices lui avaient beaucoup appris et par conséquent, il fallait élaborer une interprétation qui reconnaisse le principe d'une co-construction de l'expérience transsexuelle. Dans son livre de grande diffusion de Harry Benjamin, plusieurs parties étaient consacrées au récit des individus, y compris de ceux qui étaient mineurs. C'est d'ailleurs les mineurs qui ouvrent, je dirais, la partie de ces récits. Cet échange avec le mineur repose aussi sur une autre certitude, celle qu'à partir d'un certain âge, l'enfant sait se définir en se proclamant « je suis un garçon » ou « je suis une fille ». C'est une certitude ancienne parmi les professionnels. Stoller, tout en travaillant sur des enfants où précisément le sentiment d'appartenir à un sexe défini n'était pas si évidente, maintenait l'idée que cela restait tout à fait minoritaire. C'est une des raisons pour lesquelles il lui avait paru approprié d'user du mot « genre » pour faire la distinction entre le sexe de naissance et le comportement que les enfants ont vis-à-vis de celui-ci. Les spécialistes de transition aujourd'hui continuent de penser que l'enfant connaît son genre de manière plus précoce. 4 ans semble un âge qui se dégage. C'est ce que, par exemple, certifie Johanna Olson-Kennedy, déjà citée. Cette certitude a pour le coup un impact très important sur la question de la transition. Si l'enfant sait son genre, il doit donc savoir aussi que lorsqu'il n'est pas dans le genre qu'on lui prête. Si l'enfant est capable de dire « ceci est mon corps de garçon et je suis en accord avec cela », il peut aussi dire « ceci est un corps de garçon mais je suis une fille ». C'est la raison pour laquelle, depuis plus de 50 ans, les psys et d'autres cherchent à identifier cette précocité. Les parents qui constatent cette précocité sont d'ailleurs les plus à même de céder aux volontés de transition exprimées de la part de leurs enfants, car ils perdent l'espoir d'une autre issue. Je renvoie ici à un grand cadre de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme de 2015. À la recherche de la précocité s'ajoute la recherche de la détermination de la part du corps médical. Il y a 40 ans, le professeur Kuss, répondant à une question, précisait que sa capacité à identifier un transsexuel résidait dans l'expression d'une force inébranlable d'appartenir au sexe opposé que ce dernier exprimait. Certains psys se lamentent toutefois aujourd'hui de cette tendance à l'autodétermination concernant notre genre et qui engendrerait donc une hausse de demande de transition. La scène d'auto-flagellation à la télévision de l'acteur Mario Lopez, très populaire auprès du public adolescent des États-Unis, qui avait déclaré qu'il trouvait bizarre que des gamins choisissent leur genre, attesterait de cette pression sociale démesurée. Il a dit avoir beaucoup appris des études de genre. C'est cependant oublier la volonté de protéger les personnes et de réparer les manières dont elles ont été traitées, car il y a une sorte de stratégie de la certitude qui tente à présenter le passé comme singulièrement stigmatisant. C'est en tout cas la version des militants et de médecins qui prennent en charge les patients transgenres. Et comme il nous est raconté que les transsexuels d'hier étaient vus comme des imposteurs, des délirants ou d'autres formes pathologiques, on est alors conduit à exprimer notre soutien et ou notre colère. Le débat sociétal a pris de l'ampleur récemment, au risque peut-être de cacher la discussion autour des pratiques de prise en charge qui doivent être inspirées au nom d'un grand principe que nous connaissons tous, celui de l'intérêt supérieur de l'enfant. Cette notion est centrale et surtout intégrée désormais dans des textes juridiques importants. En fait, cette notion sert beaucoup à l'observateur que je suis pour saisir les incertitudes morales et les difficultés des professionnels face aux expressions des demandes de transition. L'idée que l'adolescent puisse formuler une parole en l'air n'a pas totalement disparu. Récemment, une professeure de philosophie sur France Culture, un samedi matin, rappelait l'immaturité psychologique de l'adolescent et insistait sur le fait que la prise en compte de son désarroi ne devait pas aboutir à lui octroyer des droits. C'est cependant le sens de plusieurs textes que de concilier le droit de l'enfant à cette parole et la prise en compte de l'âge et de son degré de maturité.
C'est parce que cette parole n'est pas simple à recueillir et que de surcroît elle porte sur un changement profond de soi que les spécialistes de la prise en charge des demandes de transition se sont mobilisés pour établir des protocoles de prise en charge. L'association internationale, déjà citée, en est à la 8e édition de ces guidelines. Les brouillons à l'origine de la version première du protocole que j'ai consulté pointaient la nécessité d'établir des procédures, une manière d'apaiser les incertitudes et les doutes sur le sujet à l'époque, mais je crois qu'elles gardent toujours cette fonction aujourd'hui. Ils ne mettent pas à l'abri de divergences, mais fournissent des repères et amorcent une éthique des procédures. L'exemple judiciaire britannique Bell versus la clinique Tavistock est venu illustrer les représentations incertaines des adultes sur l'expression de la parole du mineur. Sans entrer dans le détail, rappelons toutefois que la plaignante, mineure au moment des faits, affirmait qu'elle n'avait pas reçu d'informations suffisantes pour entrer dans un protocole qui consistait à utiliser des bloqueurs de puberté. Mais surtout, les juges ont souligné qu'elle n'avait pas les capacités de compréhension. Elle avait 15 ans et demi. Elle n'avait pas les capacités de compréhension de ce qui avait été proposé. Cet arrêt a été contredit par un second, quelques mois plus tard, venant déstabiliser les arguments bruyamment utilisés en France par celles et ceux qui souhaitent que les procédures se ralentissent, voire s'arrêtent. Il est évident que le mineur fait tâtonner les experts, puisque ce dernier est défini par tout un ensemble de critères qu'il est plus facile de mettre en concurrence que de les articuler. Ce qui s'instaure, c'est un changement de la pratique, de l'accueil et de l'organisation de la consultation et des prises de décision. C'est là, me semble-t-il, que résident les dynamiques de changement et la construction potentielle d'une décision co-construite. On observe ainsi dans les consultations de santé transgenre l'élaboration de réunions de concertation pluridisciplinaires qui ont fait leurs preuves dans d'autres spécialités médicales où les prises de décision sont aussi délicates. On retrouve d'une certaine manière, je dis bien d'une certaine manière, dans certaines mises en œuvre, le travail de recomposition entamé par Stoller dans la clinique de l'identité de genre des années 60. L'exemple de ce qu'ont fait les psychiatres ou des psychanalystes avec les gays et les lesbiennes depuis plus de 30 ans constitue une autre collection d'exemples qui souligne qu'avant de vouloir éliminer tel ou tel expert, il peut se reformuler et réorganiser son rôle et sa fonction. La clinique, je conclus, la clinique du transsexualisme était en quelque sorte une clinique qui reposait sur la certitude et l'irréversibilité. La certitude du demandeur était la seule qui existait et qui était d'ailleurs implicitement exigée. C'est ce qui prouvait l'authenticité de sa demande. Il fallait que la personne démontre qu'il y a une sorte de force biologique, pour reprendre le terme de Stoller, pour que sa situation soit prise en compte. La personne trans devait engager un processus d'administration de la preuve pour obtenir le label de vrai transsexuel. Aujourd'hui, la clinique de la population transgenre se retrouve dans un entre-deux. Du côté des mineurs, il y a une revendication de certitude, et du côté des majeurs, la crainte de l'irréversibilité, alors même que la détermination est traditionnellement vue comme reflet d'authenticité. Aujourd'hui, nous pouvons entendre successivement des adolescents où leurs parents ont proclamé que c'est leur choix, et des professionnels qui affirment que la transition est une question de vie ou de mort. On évolue entre une revendication sociale qui conteste la binarité des sexes et une clinique de la nécessité impérative, tandis que d'autres se demandent où va-t-on. Merci. Beaucoup à dire. Merci Jean-Christophe. Et en fait, c'est peut-être la dernière phrase que tu as prononcée qui a accroché ce que je vais dire. Non pas que le reste ne m'ait pas intéressé, loin de là, puisque j'ai même été chercher dans mes notes, fouiller dans mes notes, etc., d'autres trucs. Enfin bon, bref. Non, mais c'est cette clinique de la nécessité impérative. Pourquoi ça a fait tilt pour moi? C'est parce que j'ai travaillé dans les années 1980-1990 sur un phénomène qui ne concerne pas apparemment directement le transgenrisme, sur le développement accéléré des procréations médicalement assistées. Et je crois qu'on a un peu un débat équivalent aujourd'hui
Alors en France, je ne me prononcerai pas sur le débat anglo-américain que je ne connais pas bien, mais sur le débat français que je connais un tout petit peu plus aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on y retrouve les controverses, on y retrouve des positions très militantes, on y retrouve en effet d'un côté la nécessité impérative, de l'autre, je dirais, des positions de conservation de ce qui existait jusqu'alors. Il ne faut pas dire conservatrice, enfin bon, c'est la même chose. Mais on y retrouve aussi un formidable pouvoir médical, un pouvoir de la parole, un pouvoir de conviction, et qui est incontournable dans cette affaire. Depuis les traitements hormonaux, non, pas depuis l'expertise nécessaire à la transition, l'expertise médicale nécessaire à la transition, jusqu'à l'administration de traitements hormonaux, le suivi psy. C'est la même chose hein, pour la question du désir d'enfant dans les années 80-90. Désir d'enfant, on ne savait pas trop ce que ça voulait dire. René Friedman avait inventé d'ailleurs ce terme de médecine du désir. Ce qui est quand même assez paradoxal d'un point de vue psychanalytique, je dirais en tout cas. Voilà, alors je trouve que tu as vraiment amené les termes dans lesquels aujourd'hui, en effet, où les conditions socio-historiques actuelles, certes celles aussi de l'époque de Stoller, enfin moi je trouve ça génial la manière dont tu as rappelé Stoller et sa première rencontre inquiétante, de l'ordre de l'inquiétante étrangeté avec cette femme qui n'en était pas une et dont il s'efforçait pendant tout son suivi de savoir pourquoi il avait pu se leurrer. Enfin, ouais. Mais ça me fait aussi penser à cette histoire d'autodétermination, me fait aussi penser à celle de ce désir d'enfant qui est passé du registre de l'immaîtrisable au registre de la maîtrise. Et là, il me semble que l'autodétermination a à voir avec ça, l'autodétermination de son sexe. Et alors j'ai repris une petite phrase de Clotilde je crois que c'est dans le sujet lacanien « Un jeu sans identité », où elle dit ce qui fait l'être pour la psychanalyse, ce n'est pas l'identité, mais la perte dans l'identité. La perte dans l'identité, soit la façon de se confronter à une perte. Voilà. Elle dit par ailleurs, l'inconscient conduit aussi à une réinterprétation de la question de genre, homme et femme. Pardon, excusez-moi, là je lis mal et je suis vraiment désolée, Clotilde, de le faire en plus en votre présence. Je bafouille. L'inconscient conduit aussi à une réinterprétation de la question du genre. Hommes et femmes ne sont plus des déterminations découlant de l'anatomie, ce ne sont pas non plus des déterminations découlant de la psychologie et des conventions sociales. Car l'inconscient n'est ni tout à fait sexe, ni tout à fait genre. Et il me semble que c'est une autre façon d'attraper, en effet, la question que tu nous as amené à traverser que le dire en ces termes. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de l'ordre d'un mouvement identitariste, qui s'ouvre sous cette question aujourd'hui de la transidentité. D'ailleurs, transidentité, hein, pas seulement transgenre, c'est aussi transidentité, qui mérite aussi d'un point de vue psychanalytique d'être entendu dans toutes ces dimensions. Voilà, c'est ce que j'avais envie de dire en t'entendant. Merci en tous les cas. Merci. Bonjour. Good morning. 6 notes on the field of gender and sexuality under the idea of necessary elaborations. Note 1. In universities, clinical work, and psychoanalytic institutes, I have felt talk of gender and sexuality through their emotional startles, their phrase, their failures of translation, their hesitations,
and their transference perplexities. Of course, within relations of teaching, learning, and therapy, talk of gender and sexuality are not our only sites of discord, but their intrigues are affecting, and their interchange are subject to confusion. The currents of time are also emotive and stretch development into areas of longing and loss, with estranging temporalities of before, during, and after, felt through the subjunctive mood, if only. In trying to understand gender and sexuality, they're felt as sighs that touch upon missed experiences, wishes, and warnings, and instructions for how and why one may be recognized, spoken, claimed, imagined, experienced, desired, cared for, and theorized. All this is to say that talk of gender and sexuality depends on metaphor and the mismatch between language and existence, and between essence and construction. These free-ranging disturbances are dispersed by what the early Freud imagined as quotas of affect, and give psychical life over to the language of non-alignment. Their vitalities drive attachment and belonging and pleasure and pain, and go further with fantasies, libidinal investments, and anxieties. They pose obstacles to their framing, which is where we all begin. Winnicott summarized our developmental conundrum when he proposed gender as an exchange, unconsciously communicated, and through transmission, given and received as gender madness, where no one knows which way to turn. The madness involves having to act without knowing why, and driven to knowledge already hinting at tinges of anxiety and desire, tenderness and aggression, and love and hate. I named these situations in context of pedagogy as the madness of speaking of gender and sexuality. The idea here is that if there is to be knowledge of gender and sexuality, it is knowledge that continues and includes our dependency on psychical life and how we may imagine possibilities, breakdowns, and susceptibility to others. I'll treat gender and sexuality through their given and received impressions of contention and invention, and so consider these expressions as posing fundamental challenges to professional formation and its terms of education. Because situations of gender and sexuality are at odds with knowledge of them and are by nature incomplete, my comments are structured as notes for further elaboration. In these matters, I follow Wilfred Bion's advice during one of his analytic supervisions when he was asked what to do. Rather than answer, Bion told the analyst, quote, "The only point of importance in any session is the unknown. Progress will be measured by the increased variety of moods, ideas, and attitudes in any given session," unquote. I believe the same holds true in any attempt to consider gender and sexuality in the clinic, in the university, and in professional institutes. Note 2. The methods of psychoanalysis go beyond the clinic and take instruction from our speculative imagination in the form of fictions, wishes, dreams, and psychical reality. Quite early, Freud gave a nod to creative writers and daydreaming, and before that, he noted that his case studies read as fictions with both the purpose, quote, "to arouse in us emotions which perhaps we had not even thought ourselves capable," unquote. Fiction invokes a world of inconsistency, where things are not what they appear to be, where madness and passion go together, and where experiences exist to surprise belief. Chertoux considered these contingencies when he pointed to the literary terms of psychoanalysis that mixes myth and metaphor with the uncertainties of language exchange. Psychoanalysis, Chertoux observed, takes up the definition given to fiction as knowledge being jeopardized and wounded by its otherness, the affect. In the analytic field, the discourse is effective because it is touched or wounded by affect, unquote. Fiction takes residence in the logic of otherness and gives the speaking subject room to associate their doubts, impressions, and sufferings with the quest of transference. Castiodorus, too, proposes that the study of politics and pedagogy begin with the uncertainties that characterize intersubjective life
and can return then to the clinic for further discussion. His quest for autonomy emerges from a principle of development, that self-activity is the condition for its own unfolding to be created. Paradoxically, self-activity is only possible in a world of others who are also involved in their unfolding. Castiadores then observes, quote, pedagogy has at every age to develop the self-activity of the subject by using, so to speak, this very self-activity, unquote. Just as with development, pedagogy and psychoanalysis are dependent on self-theorizing in the making, quote. The impossibility of psychoanalysis and pedagogy, Castiadores argues, lies in the fact that they both attempt to help in creating autonomy for their subjects by using an autonomy that does not exist, unquote. The intelligence and creativity of life is assumed before they are known. Note 3. In the field of aesthetics, abstract art holds a special appeal. Its sensuality serves as metaphor for free association to break apart the reign and cohesiveness of the image that reduces sexuality and gender to a look already known or to a look to be expected. If I imagine the eros of gender and sexuality with movement, shape, weight, and lines of force, I can encounter bodies and activities without the noise of preconception. The artistic work of Joan Semmel has helped me with this thought experiment. She terms her artistic work on the body as her, quote, necessary elaboration. Quote, my work, Semmel wrote, gradually developed from broad gestural and spatial gestured paintings to compositions of a somewhat surreal figure ground configuration. The layered, dense surfaces of my work evoked ambiguous, unidentifiable symbolic elements, quote. Social restrictions, however, required necessary elaboration, Semmel continues. The 7.5 years that I spent in Spain made me acutely aware of the differences in culture, especially when it came to the relationships between men and women and the institutional restrictions placed upon women regarding travel, ownership of property, divorce, career expectations and limitations, social rules of behavior and dress, and the overlay of religion on all aspects of human relationship. My own abstract paintings, with their heavily worked surfaces and emotional tone, seemed totally out of space in this context, unquote. Yet when Semmel commented on repressive society, she did so with feelings of being out of place and expressions with surrealism. Her erotic series and her sex paintings transformed with her advancing age. In late life, Semmel's self-nudes created the feel of self-activity in the making and what it might be for her to witness her gaze. Quote, the issue of the body from desire to aging, as well as those of identity and cultural imprinting, have been at the core of my concerns. The carnal nature of paint has seemed to me to be a perfect metaphor, the specifics of image, a necessary elaboration, unquote. Note 4. Psychoanalytic field theory, one of the great transformations in practice, theory, and ethics, takes momentum from metaphorical associations that link gender and sexuality with the scenery of intersubjectivity and fantasy. Instead of substance and classification that we are so used to advancing, the fields of gender and sexuality function as transformative activities. Involvement overtakes objectivity, and interaction unsettles binary thought, normativity, and authoritative discourse. Matter is replaced with energy, and the field of play encompasses time, space, and motion. Field theory may be likened to what abstract art did to the feel of objects. In one turn, psychoanalytic field theory reimagines self-activity with scenes of becoming and the capacity to tolerate uncertainty. Bion describes reciprocity to the unknown as, quote, negative capabilities. Field theory has left classical emphasis on origin, insight, and making the unconscious conscious to a far more uncertain learning from an experience that involves what cannot be controlled, but that nonetheless fashions emotional life and our attitudes towards learning. The processive interest is with creativity and transformations.
Thinking emerges from the fault lines of instituting intersubjectivity with the provisions and instabilities of construction and with revisions or inventions of narrative play. Kristeva offered an early way into the linguistic and affective shifts by positing psychoanalysis as a treatment for thought, language, and desire. Quote, analysts mobilize affect by openly presenting themselves during interpretation as magnets of libido, unquote. Language becomes an emotional event. In another turn, attention is given over to activities of theory as opposed to its declarations, and other fields of human inquiry are brought to psychoanalysis. Fields such as queer theory, literary studies, history, the new materialism, complexity theory, feminism, and post-colonialism open the clinic door to terms of social hybridity and the contentions and desires of a changing and uncertain world. With transdisciplinarity, psychoanalytic investigation turns back on itself and to be affected by, quote, itinerant sexualities, new social bonds and belongings, and pedagogical demands to rethink the emotional logic that resists review. Fiorini is particularly interested in how the education of the analyst and their institutional frames may be opened by transdisciplinary experiences. The third term, and contingent on transdisciplinary knowledge, decolonizes the study of therapeutic interaction. This is the ethical and human turn. Togashi considers ethical sensibilities or an ethical turn to the human subject without preconditions. The intervention requires a radical theory of human learning that begins before understanding attempts to stabilize knowledge. The old idea that we understand and then know is replaced with far less certain grasp on self and other relations. That is, we learn before we understand. This is so since we are all affected by a world we cannot control. Significantly, Togashi steps away from identity. Instead, he begins with the trauma of the human, by which he means the involuntary situation of birth and how dependency, uncertainty, vulnerability, and not knowing already heighten experiences in early life and in the natural and humanly induced destructions. Dependency and aloneness invoke painful questions for existence. 5. Bion suggested that epistemological problems in psychoanalysis are made from the insufficiency of vocabulary used to face turbulence and uncertainty, and from the emotional situation of having no clue. Bion writes, when we are at a loss, we invent something to fill the gap of our ignorance, this vast area of ignorance of non-knowledge in which we have to move. The more frightening the gap, the more terrifying it is to realize how utterly ignorant we are of even the most elementary and simplest requirements for survival, the more we are pressed from the outside and inside to fill the gap. You have to ask yourself what you do individually in a situation where you feel completely lost. Since we don't know what there is, we invent these theories and build this glorious structure that has no foundation in fact, or the only fact in which it has any foundation is our complete ignorance, unquote. I want to suggest that we can approach situations of gender and sexuality without foundations, to leave preconceptions and tolerate inexperience as a form of life. Notably, ignorance is maddening as much as it is a passion. I felt this during a recent discussion with a colleague who described research with adolescents on the topic of gender and sexuality. There were no markers of certainty, and except for the adolescent declarative self-identification and a bevy of pronoun proclamations that move beyond the binary terms of male and female and masculinity and femininity and heterosexuality and homosexuality and on into unknown terms, unknown activities. This research occurred in the middle of COVID pandemic when isolation, social distancing, and virtual contact served confusing and contradictory functions of protection, avoidance, secrecy, loneliness, and even stood in for new awareness of the vulnerabilities of and rituals for mental health. Some spoke of experience as an emotional journey, as if one could ride on the wings of affect.
The research had the feel of a TikTok video. One entered the bedroom of adolescents who were individuating as they announced into an unknowable world their situations, loves, hates, beliefs, advice, and preferences. I wondered, in an age of affirmation and influence, would we be closer to screen memories and give up on the slower and uncertain dynamics of psychoanalysis? Or has the notion of affirmation also transitioned beyond binary logic? Perhaps one of the greatest frustrations of experience that characterize the practices of human professions involves the problem of their education. The professions, too, must depend upon an autonomy that does not exist for both the profession and those served. For this reason, Freud named education, along with medicine and law, as one of the impossible professions. The professions interfere with life, and with every attempt to direct human activity are themselves interfered with. They, too, are affected by the failures of translation. As paradoxical as it may sound, a theory of learning that begins with the urgencies and uncertainties of self-activity must rely on an autonomy in the making. 6. While composing these notes with the assumptions of uncertainty, I had in mind the draconian policies of worldwide governments that attempt to impose autocracy in response to the necessary elaborations of social protest. The summer of 2022 seemed to encapsulate the long duration of government and social attacks on bodily freedoms to decide, women's rights, to love, gay and lesbian liberation, to become, Black Lives Matter, indigenous justice and transgender rights, to think, education and psychoanalysis, to live, climate change and war, and to move, cosmopolitan exile and diaspora. These are now forms of life that render care and understanding dependent on others and subject to profound hostilities. In the clinic, the classroom, and professional meetings, world situations are also bodily matters of pleasure and pain, the personal and the political, fantasy and the real, and the sayable and the unsaid. How may we relate to one another in our time of human crises? Bien has given a flexible measure of what we face, quote, "It seems to me that the essential in analysis is that we should go on thinking in situations that is extremely tense. We are bound to be anxious," unquote. Emotional situations are by nature subject to the uncertainties and frustrations of experience, to the contingencies of self and others. Psychoanalysts may know this well and still consider the language of psychoanalysis as insufficient to the field of psychical reality composed of drives, object relations, the unconscious and dreams, the sexual, the infantile, culture, and conflicts. Andre Green's approach is to overturn the metaphysics of experience to work within the estrangements of psychical temporality. The objects of mental life are obscure, and so too is the work of trying to get to know what resists the frame and is beyond cognition. Along with Freud's warning that, quote, "dreams are not made with the intention of being understood," unquote, we find similar unknown dynamics in constituting the fields of gender and sexuality. All this uncertainty calls for our negative capabilities. Thank you. Thank you very much, Deborah. I will speak in French instead of a bad English. Alors, Rachel, je crois que tu vas faire la traductrice. Oui, je suis là. Merci, Rachel. Et merci déjà pour tout le travail que tu as effectué en amont de ce congrès pour la traduction de Déborah, alors que tu étais en train de terminer la rédaction de ta thèse qui est désormais déposée. Merci. Le texte de la communication de Déborah est d'une grande densité. Je crois que tout le monde a pu le mesurer. De temps en temps, je me retournais j'étais curieuse de savoir comment Rachel avait synthétisé.
parce que le texte est vraiment très, très dense. Et je pensais même qu'il prendrait beaucoup plus de temps. Parce que sans doute j'ai mis plus de temps à le lire qu'à l'écouter. Voilà. Donc je félicite Déborah pour cette densité particulière qui nous amène sur plusieurs scènes simultanément. Celle de l'inconscient, évidemment. En tant que psychanalyste, on pouvait s'y attendre. Où elle reprend un auteur qui a été cité hier à plusieurs reprises, Cornelius Castoriadis. Et en particulier, elle insiste sur la notion de l'autonomie en devenir. Et je dirais que ça, c'est la force de ce raisonnement. Justement, c'est de ne pas penser que l'autonomie est un prescrit, une inculcation. Ça appartient évidemment au sujet et à sa capacité à se séparer et à grandir. Je pense là au petit enfant. Mais évidemment, l'autonomie, c'est une affaire de toute la vie, je crois, et même aussi beaucoup de la fin de vie. Elle nous a amené aussi sur la question de l'incertitude, fortement, donc en résonance avec notre congrès, et avec ce qu'elle a repris à Winnicott, c'est-à-dire la folie du genre. Et je suis d'accord avec elle que c'est assez compliqué d'enseigner, de pédagogiser ces questions-là aujourd'hui, en particulier à l'université. Elle nous a amené aussi, et j'ai été très sensible à ça, sur la scène sociale et politique, en particulier la scène américaine, qui a vu récemment des libertés à disposer de son corps entièrement remises en cause, avec l'interdiction de l'interruption volontaire de grossesse, entre autres privations de liberté, celle-ci qui est pour ma génération, en tout cas, qui fut un combat dont on pensait qu'il était définitivement terminé. Ce n'est pas le cas. Et puis, elle nous a amené sur la scène artistique. J'étais particulièrement sensible à son décryptage, vous peut-être aussi, mais son décryptage du travail de l'art abstrait de cet artiste qu'elle cite et dont elle donne une ou deux reproductions. Enfin, vous les voyez peut-être. J'ai eu l'avantage de les avoir en couleur. C'était encore plus frappant, je dirais. Et donc avec ce travail de libre association qu'appelle l'art. Et j'ai trouvé ça très juste et très en lien, en effet, avec ce qu'il en est de l'expérience psychanalytique de la cure. Et puis, il y a, je dirais, la dimension de l'altérisation des savoirs, sur laquelle elle est revenue, des savoirs de la psychanalyse. Elle insiste sur la transdisciplinarité, vous l'avez entendu comme moi, mais il y a aussi une altérisation ou une subversion peut-être des savoirs par les sujets eux-mêmes, qui poussent en effet à élargir, je dirais, enfin elle le dit d'ailleurs, la formation des analystes, mais aussi les cadres, et peut-être même jusqu'au setting. Donc cette altérisation, moi j'insiste sur ce point-là, puisque ça fait une continuité avec ce qu'ont dit d'autres ici, en particulier May, mais ce qui a été dit aussi hier par plusieurs sur la rencontre entre, par exemple, des théories, des références, des paradigmes psychanalytiques différents. J'insiste là-dessus puisque c'est précisément au cœur du réseau Cliopsy, je crois. La rencontre entre freudien, lacanien, bionien, winnicottien, et puis certaines formes d'hybridation de cet ensemble-là. Voilà, merci en tout cas Déborah pour cet apport.